façon transparente. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur les concours de l'ENA et que pensez-vous de la fonction publique sous le régime Ouattara? Bien. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement du ministère de la fonction publique. S'agissant des concours, j'entends, comme tout le monde, qu'il y a des pratiques qui favoriseraient une partie des citoyens ivoiriens. J'entends cela. J'ai entendu des responsables lancer des appels à des recrutements de militants à travers les concours. J'ai entendu cela aussi. Mais bon, vous savez, c'est toujours difficile d'accuser qui que ce soit sans preuve. Et donc, moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est que les Ivoiriens soient logés à la même enseigne lorsqu'ils cherchent à travailler pour l'État, pour le gouvernement, pour l'administration. Je souhaite que les choses se passent ainsi. L'autre question que vous avez posée concerne le SMIC. Le SMIC. Sous votre règne, le SMIC était de 36 607 francs. Oui. Aujourd'hui, sous le régime Ouattara, il est de 75 000 francs. Alors, on pourrait dire que le régime Ouattara a fait beaucoup pour les travailleurs. Mais il faut bien connaître l'histoire du SMIC. Lorsque le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, effectivement, le SMIC était à 33 000 ou 36 000. Et voilà, c'était cela. Mais nous, en tant que ministre du Travail, parce que j'étais ministre de la fonction publique et du Travail, j'ai discuté avec le patronat, avec les syndicats. Nous avons mis en place une structure consultative composée des différents représentants et du gouvernement et du patronat et, n'est-ce pas, des syndicats. Et nous avions abouti, nous sommes tombés sur un accord pour porter le SMIC de 60 000, de 33 000 à 60 000. Et le projet de décret était prêt pour être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2010. En 2010, nous sommes tombés dans les élections et il avait été question de reporter la mise en œuvre de ce projet de décret en 2011. Il y a eu ce qu'il y a eu la guerre, il y a eu pas mal de choses, et donc nous sommes partis du pouvoir par la force, par la violence, comme vous le savez. Mais le projet était déjà prêt. L'accord avait été conclu avec les différentes composantes du monde du travail, c'est-à-dire le patronat et les syndicats, pour passer de 33 000 à 60 000. C'est seulement en 2013 que le gouvernement Ouattara a porté le SMIC à 60 000, c'est-à-dire a mis en application ce projet que nous avions préparé avec les différentes composantes du monde du travail. Ce qui est une bonne chose. En 2023, ils sont passés à 75 000. C'est une bonne chose aussi. Pourquoi? Parce que la vie en Côte d'Ivoire est chère. Et un salaire qui se situe à moins de 75 000 francs, vous comprenez que s'il doit payer son logement, payer son transport, payer sa nourriture, mettre ses enfants à l'école, et un travailleur qui n'a que 100 000 francs, ou 75 000 francs, ou 33 000 francs, ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire, il ne peut pas nourrir sa famille, il ne peut rien faire avec un salaire maigre. L'intérêt du SMIC, c'est de fixer à l'employeur un salaire minimum.
en dessous duquel il ne doit pas descendre. Comprenez? Et donc, l'augmentation du SMIC est toujours une très bonne chose pour le monde du travail. Et moi, j'ai été heureux que ça continue, mais il faut que ça aille plus loin. Dans d'autres pays, je ne sais pas si c'est au Nigeria, mais le Nigeria est particulier, le SMIC est à 205 000 francs. Très, très loin de notre SMIC à nous. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour donner aux travailleurs ivoiriens une vie digne. Et donc, c'est un challenge, n'est-ce pas, sur lequel il faut continuer de travailler pour aider les familles à vivre décemment, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo vient de proposer le pacte social. Ce pacte social, il y a 7 piliers. Lesquels préférez-vous? Merci. Je dois d'abord dire que le pacte social est formalisé, n'est-ce pas, vient formaliser une série de propositions adressées aux populations concernant le bien-être des Ivoiriens, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui est présentée comme une démarche spécifique qui laisse entrevoir quel aurait été le gouvernement, quelles auraient été les priorités du président Laurent Gbagbo si il n'y avait pas eu ce que nous savons, cet empêchement, n'est-ce pas, de candidater. Alors, il y a 7 piliers. Le pilier concernant, n'est-ce pas, la justice sociale, la démocratie, le pilier concernant la vie chère, concernant la femme et la famille, pilier concernant la protection des droits, etc., etc. Moi, je vous dirai tout de suite que je mettrai l'accent sur au moins 2 piliers. Le pilier concernant la réconciliation nationale. Le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le manque de ressources pour le bien-être des Ivoiriens. Le mal de la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, depuis au moins 2000, c'est l'absence de réconciliation. Ce sont les conflits créés superficiellement pour aider certaines personnes à arriver au pouvoir et qui ont endeuillé malheureusement et fortement ce pays et qui aujourd'hui n'ont pas été, ont créé des plaies qui sont béantes et qui ne sont pas fermées. Une méfiance existe entre nos communautés, celles du Nord et du Sud. Pas parce que ces communautés-là vivaient dans cette méfiance depuis toujours, mais parce que cette méfiance a été créée, je vais dire artificiellement, n'est-ce pas? Ils ont été instrumentalisés pour favoriser l'émergence, n'est-ce pas, de certaines personnes au pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. En Côte d'Ivoire, la vie est chère. Mais la réconciliation pourrait aider au mieux, n'est-ce pas, les Ivoiriens à se mettre ensemble pour travailler sur ces questions qui sont des questions réelles, difficiles, n'est-ce pas? Il faut que les Ivoiriens soient mis face à face autour des problèmes qui les ont opposés par les armes et que la vérité ayant été mise sur la table, nous allions à une véritable réconciliation pour que la Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, aller de l'avant. Je mets en avant donc le pilier de la réconciliation. Après lui, je mets le pilier concernant la lutte contre la vie chère. Parce que c'est la réalité que vivent les Ivoiriens aujourd'hui.
le taux, n'est-ce pas, d'appauvrissement s'est accru. Et la réalité, c'est que les Ivoiriens ont du mal à assumer les besoins les plus élémentaires. Et donc, il faut lutter contre la vie chère. Ensuite, il faut y mettre tout ce qui touche, n'est-ce pas, au pilier de la protection des droits, la protection des citoyens. Regardez combien de prisonniers il y a eu et pourquoi. Des gens revendiquent, n'est-ce pas, que le gouvernement réagisse pour lutter contre la vie chère, on les met en prison. Les gens réagissent pour que les textes, n'est-ce pas, et pour les élections soient respectés, ils sont mis en prison. Vous comprenez que à cette allure-là, notre pays ne s'approche pas de la paix, mais plutôt, n'est-ce pas, de la division. Le président Laurent Gbagbo a lancé un observatoire sur les débats parlementaires. Beaucoup de personnes en rient. Tout parce que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, c'est vous qui voulez contrôler l'Assemblée nationale. Ne regrettez pas, vous, aujourd'hui, avec le recul, de n'avoir pas été aux élections législatives. Bon, vous savez, un parti politique a pour objectif, a pour but, a pour raison d'être, de prendre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. Lorsqu'il en est empêché, ou bien lorsqu'il y a une raison qui fait qu'il ne peut pas y accéder, évidemment, cela pose problème. Et nous avons décidé, à travers un comité central, et pour des raisons que nous avons avancées, de ne pas participer aux dernières législatives. Mais est-ce à dire pour autant que le Parlement ne nous intéresse pas? Que ce qui se passe, les débats parlementaires, ne nous intéressent pas? Non, pas du tout. Sinon, nous n'aurions pas eu besoin de prendre une décision de ne pas y aller. Si vous comprenez. Et un observatoire n'est pas un organe de contrôle. L'observatoire signifie que, n'étant pas à l'Assemblée nationale, nous continuons d'avoir un regard sur les débats parlementaires, sur les lois qui sont présentées au Parlement et qui sont appelées à être votées, pour donner notre opinion sur ces lois. S'agit-il de lois utiles ou de lois liberticides? Nous avons l'obligation, en tant que parti d'opposition, de donner notre point de vue sur ces lois. Même si nous ne pouvons pas empêcher que ces lois soient votées, nous devons montrer aux populations que nous suivons ce qui se passe. Et tout ce qui peut présenter un danger pour la cohésion sociale ou pour la vie tout simplement des citoyens, nous avons le devoir et l'obligation même, je dirais, d'alerter les populations pour leur dire attention, nous ne sommes pas là-bas pour empêcher, mais nous vous disons qu'une loi est en cours qui va porter atteinte à vos droits ou à votre intégrité physique même, on peut le dire. Et moi, je salue cette décision. Vous comprenez, nous n'avons pas été à l'Assemblée, nous avons donné les raisons. Mais si le PPACI se désintéresse totalement du travail parlementaire, ce n'est plus un parti d'opposition. Nous continuons d'être dans l'opposition. Nous ne sommes pas au gouvernement. Est-ce que ça veut dire par là que nous n'avons pas à nous intéresser à ce que fait le gouvernement? Non. Nous devons avoir des structures de veille pour que toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, notre opinion soit émise sur celle-là. Et donc, je pense que ça a été une bonne chose, n'est-ce pas, de créer cet observatoire. Voilà. Elles sont toujours